bonjour à tous. Donc, nous sommes venus en force pour cet atelier d'1 h 30 consacré, donc, comme l'a dit Nawel, à comment construire son système de management de l'énergie, le piloter avec des retours d'expérience que 2 entreprises ont gentiment accepté de faire devant vous. Je vais peut-être, juste avant de lancer le démarrage, présenter un petit peu les différents intervenants qui vont pouvoir exposer leur retour d'expérience autour de la table. On va commencer par Nadine, honneur aux femmes. Oui, bonjour tout le monde, Nadine Adra, je suis présidente régionale de l'AT2E. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent l'AT2E, mais je vais vous en dire quelques mots juste après. Et sinon, dans la vraie vie, je suis directrice de développement chez Energency, qui est un éditeur de logiciels. Donc là, on parle énergie, on parle environnement, émissions CO2, mais également beaucoup de digital. Bonjour, Didier Forestier, moi je suis le président de Setforge Lorme, donc une société qui travaille dans la forge, forcément énergivore, on le verra tout à l'heure, et forcément très impactée par la décarbonation. Merci. Monsieur Bron. Et bonjour à tous, Olivier Bron, donc, responsable santé, sécurité, environnement, énergie. Et sûreté aussi, mais on fait SSE. Chez Toray Film Europe, qui est un fabricant de films plastiques, de bobines de films plastiques à Saint-Maurice-de-Bénaud. Aussi énergivore et électro-intensif. Merci. Et donc pour ma part, Vincent Blage, je suis le délégué régional Auvergne-Rhône-Alpes du groupe AFNOR et puis aussi auditeur de certification en ISO 50001. Donc l'idée de cet atelier, avant de laisser la parole à Nadine, ça va être d'abord de faire un déroulé sur ce qu'est un système de management de l'énergie, comprendre comment on le développe, comment on le met en place, comment on le pilote, ce que ça peut apporter à une entreprise, et notamment dans le contexte que l'on vit aujourd'hui avec les événements climatiques, le travail sur la neutralité carbone ou même la responsabilité sociétale. Un système de management de l'énergie devient un socle important pour travailler ce triptyque RSE, neutralité carbone et énergie au sens large. Donc, une première présentation sur ce qu'est un système de management, ensuite les 2 témoignages des 2 entreprises, et puis ensuite Nadine terminera par toutes les aides financières que l'AT2E peut apporter aux entreprises, mais aussi aux responsables énergie. Je vais laisser la parole maintenant à Nadine, qui va présenter rapidement l'AT2E. Hop. Alors... Je dis souvent, il ne faut pas me donner un micro parce que je suis capable de chanter, mais bon, je vais vous épargner ça en début d'après-midi. Alors, j'aimerais bien savoir, avant de commencer, qui sont les entreprises industrielles qui sont présentes dans la salle. Si vous pouvez, la main. Très bien, merci. Et le reste, c'est des bureaux d'études. Il y a des bureaux d'études, des consultants. Très bien, merci. Très bien, on a un public très varié, complémentaire aussi, donc c'est très bien. Qui connaît l'AT2E dans la salle? Et là, tout le monde lève la main. D'accord. Bon, c'était important pour moi aussi de savoir qui connaît l'AT2E pour ne pas vous dire des choses que vous connaissez tous. Donc, l'introduction, elle a sens si tout le monde ne connaît pas l'AT2E. Donc, l'AT2E, c'est l'association technique énergie-environnement. C'est une association donc qui opère au niveau national sur donc les 2 grandes thématiques énergie et environnement. Bon, il faut dire entre nous, on est plus énergie aujourd'hui, c'est aussi par rapport à l'actualité qu'environnement, même si l'environnement reste présent aussi dans nos activités. Donc, bien sûr, la mission clé de l'AT2E, c'est d'aider les entreprises, mais pas que, d'aider tout l'écosystème à évoluer dans la maîtrise de l'énergie.
Donc, j'allais dire le public avec qui on travaille à l'AT2E, c'est les industriels, beaucoup d'industriels, mais c'est également des collectivités, ce sont des entreprises. Donc, c'est vraiment un public très varié qui est concerné par l'énergie. On travaille au niveau régional, donc la T2E, donc on est basé au niveau national, on est à Paris, mais on travaille beaucoup sur les territoires, c'est-à-dire on est organisé par délégation régionale. On a 11 délégations régionales. Donc moi je préside la délégation Auvergne-Rhône-Alpes, dont l'AFNOR fait partie. Vincent, c'est le représentant de l'AFNOR. Et donc la délégation régionale Auvergne-Rhône-Alpes, donc on a un bureau qui est assez important. On a 16 membres du bureau, donc des organismes qui représentent le tissu de l'énergie, j'allais dire, dans la région. Donc on a aussi l'AFNOR, on a l'ADEME, on a les grands énergéticiens, on a des bureaux d'études. Donc voilà, pour ceux qui aimeraient bien être dans l'action et sur le terrain avec nous, vous êtes aussi les bienvenus dans notre bureau. La T2E, ce sont 2200 adhérents. Donc on a vraiment des adhérents qui représentent, j'allais dire, tout le système et l'écosystème de l'énergie et de l'environnement. Ce sont des programmes nationaux. Donc, je vais en parler plus en détail après sur les 2 programmes qui concernent le management de l'énergie. Mais ce sont aussi des clubs, donc ce que vous voyez à gauche. C2E, ça parle à tout le monde. Donc, le club C2E, c'est un des clubs les plus importants à la T2E. Mais également, on a différents clubs qui sont très thématiques, très techniques. On est une association qui est très technique sur le stockage de l'énergie, sur la maîtrise de l'énergie et bien sûr, une grande communauté de référents énergie donc qu'on anime. Et je pense que dans la salle, il y a des gens aussi qui font partie de cette communauté. C'est aussi un bimensuel qui s'appelle Énergie Plus et qui permet aussi de diffuser de l'information autour de l'énergie et beaucoup de retours d'expérience. Donc n'hésitez pas à aller sur le nouveau site de la T2E, de voir nos activités et de participer à nos manifestations. Donc, on organise beaucoup de manifestations très thématiques, très techniques, avec des visites de sites quand on peut, donc dans la région. Et n'hésitez pas, puisqu'il y a aussi des entreprises dans la salle, à nous proposer des visites sur vos sites pour partager vos expériences. Donc, bon après-midi, bon atelier management de l'énergie à tout le monde. Et moi, je vous retrouve sur la partie financière à la fin. Merci Nadine. Alors on enchaîne justement sur la suite de la présentation où, comme je vous l'ai dit, l'idée c'est de refaire un point sur ce qu'est un système de management pour comprendre un petit peu qu'est-ce que ça peut amener à une entreprise que de déployer un système comme par exemple l'ISO 50001. Alors, sur la présentation, l'idée c'est juste de rappeler pour l'AFNOR qui nous sommes, parce qu'on n'est pas forcément connus par tous. Donc, nous sommes un groupe privé qui conçoit et développe des solutions autour de la normalisation volontaire, puisque les normes sont souvent citées dans les médias, mais on ne parle pas forcément des mêmes choses. Plus de 99% des normes dans le monde, à savoir 30 000, sont d'ordre volontaire et il n'y en a que 300, donc 1%, qui sont d'application obligatoire et qu'on retrouve dans la réglementation. La norme sur le système de management de l'énergie, donc l'ISO 50000, c'est une norme volontaire pour laquelle plusieurs pays se sont mis d'accord pour définir une méthodologie, un référentiel sur ce qu'est l'ISO 50001, sur ce qu'est un système de management de l'énergie. L'AFNOR, c'est donc un groupe privé qui a plusieurs métiers, avec notamment AFNOR Normalisation, et nous sommes l'opérateur français de la normalisation. Nous représentons la France dans les instances européennes et internationales pour l'élaboration de référentiels et pour notamment aider les entreprises françaises à intégrer leurs produits dans les règles de marché. Puisqu'on peut faire un super dispositif, un super produit, mais si on n'a pas écrit la règle de marché, c'est compliqué de le vendre après. Donc, il ne faut jamais oublier que la normalisation peut être un soutien sur ce sujet. Et puis ensuite, AFNOR Compétences pour les formations, AFNOR Certification pour les certifications comme ISO 50001 et AFNOR Édition pour la consultation des normes.
Pour entrer dans le sujet de l'ISO 50001, donc c'est une norme qui a maintenant 10 ans, puisque la première version est sortie en 2011. À l'époque, les entreprises qui se lançaient dans ces sujets-là le faisaient principalement pour des économies financières. La plupart du temps, toutes les entreprises que nous voyons nous disent que c'est le deuxième, le troisième, ou même parfois, en fonction, la première dépense de l'entreprise, derrière ou devant les salaires. Depuis, la norme 2011 a changé de version, elle est passée en version 2018. Une norme, quand elle évolue, elle se met en accord avec son temps. Les aspects réglementaires ou les aspects énergétiques, environnementaux et climatiques sont venus rajouter une couche sur ces orientations-là. Et la plupart maintenant des entreprises qui se lancent dans ces sujets-là ne le font pas que pour des aspects financiers, mais le font pour des aspects environnementaux. La neutralité carbone qui a été citée par M. Forestier tout à l'heure, parce qu'on est obligé de prendre en compte cette nouvelle dimension. Si on peut arriver à faire de l'économique et à faire de l'environnement, finalement, on est en train de faire de la RSE, ni plus ni moins. Donc, l'ISO 50001 peut être un outil aussi à l'aide du déploiement d'une démarche RSE. Ça peut être aussi un vecteur de compétitivité en fonction si vous êtes une entreprise industrielle avec une consommation énergétique très forte. Vous pouvez de plus en plus avoir des donneurs d'ordre qui vous demandent, en plus de savoir si vous êtes certifié en qualité ou en environnement, on constate des demandes aussi, est-ce que vous êtes certifié en énergie? Le coût de l'énergie augmente aussi. Donc l'idée de mieux maîtriser ces achats de fourniture d'énergie, c'est aussi une démarche et une exigence attendue dans l'ISO 50001. Cette norme, une norme, elle a une vie à peu près tous les 5 ans, tous les 4-5 ans, on se pose la question de savoir si la norme a toujours lieu d'être et si elle doit être révisée. Donc, en 2015-2016, la question s'est posée de la faire évoluer. Le choix a été de dire oui, en intégrant des composantes plus techniques. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette norme de système en 2011, la plupart des entreprises avaient très peu de sous-comptage, très peu d'équipements techniques, très peu de télérelevés pour être en capacité à démontrer des choses. Vous pouviez aussi avoir un peu des auditeurs tatillons qui poussaient les entreprises à essayer de s'améliorer sur ces apports-là. C'est pas parce qu'on n'a pas de sous-compteur qu'on peut pas faire d'ISO 50001, c'est faux. Sinon, ça voudrait dire qu'il n'y a que les entreprises qui ont un petit peu d'économie qui sont en capacité à le faire. N'importe qui peut y aller. Il faut juste construire l'avancement, un pilotage de votre système, pas à pas, et qu'à chaque gain, on puisse derrière travailler sur les notions, par exemple, de télérelevé et de sous-comptage. La version 2018, par contre, beaucoup d'entreprises en 5, 6, 7, 8 ans se sont améliorées sur les sujets du sous-comptage. Donc maintenant, quand on peut faire des audits dans les entreprises, c'est très rare de tomber sur une entreprise qui n'a rien à montrer en matière de télérelevé. Et donc forcément, la norme s'accentue dans la finesse de ses attentes sur la collecte des données et sur des éléments plus techniques. Plus les années passent, plus les audits sur cette partie ISO 50001 deviennent plus techniques. Et au moins, on arrive à travailler sur des gains. La norme ISO 50001, tout nombre de systèmes de management est basé sur le même sommaire pour permettre une meilleure intégration des normes de système. L'ISO 50001 en fait partie. Donc, vous avez à l'écran une planche qui vous montre le sommaire classique de n'importe quelle norme de système de management dans lequel on fait la place pour l'ISO 50001 à des aspects un peu plus techniques que les autres normes. Elle ne se dit pas exactement de la même façon, cette norme, puisque bien évidemment, l'apport technique représente au moins 40% du travail d'échange entre l'auditeur et l'entreprise. L'idée aussi, c'est que beaucoup d'entreprises, qu'elles soient industrielles ou non, parce que le décret tertiaire, quand on est une entreprise de service avec des locaux, fait finalement on vous demande des démarches à peu près similaires de réflexion et d'état des lieux. Ça peut être aussi un moyen de le travailler. Donc on n'a pas forcément que des entreprises industrielles qui sont aujourd'hui ISO 50001. L'idée aussi, c'est de faire la passerelle avec l'environnement. On en a parlé en neutralité carbone, quand vous travaillez sur des énergies fossiles ou des énergies renouvelables. Comment mettre en avant le côté positif
de l'énergie renouvelable, si vous avez des ombrières, si vous êtes en capacité à produire de l'énergie. Il commence à y avoir un solde positif par rapport à de la consommation qui a plutôt une approche négative. Toutes ces composantes-là, ce sont des choses aujourd'hui qui émergent et qui n'existaient pas en 2011. Donc de plus en plus, on a aujourd'hui des systèmes de management différents selon les entreprises. Et c'est toujours aussi intéressant dans le benchmark de comprendre ce qu'ont fait les entreprises. Vous avez à l'écran maintenant l'ISO 50001 sous une forme de briques, à savoir les briques les plus représentatives, les plus importantes, parfois techniquement. Lorsque vous mettez en place cette norme, vous devez d'abord expliquer qui vous êtes dans le contexte de l'organisme, pourquoi vous mettez en place un système de management de l'énergie, qu'est-ce que représente l'énergie dans votre entreprise, est-ce que vous avez des besoins particuliers vis-à-vis de parties prenantes, quel est le domaine que vous vous donnez et les différents usages de l'énergie que vous allez identifier. En fonction de ça, ça vous donne un périmètre dans lequel vous devez travailler et mettre en place des actions d'économie d'énergie. Le fondement, c'est la revue énergétique. Donc ça, maintenant, c'est quelque chose de bien connu, de bien compris. Une revue énergétique mal travaillée ou mal appréhendée parce qu'on fait des mauvaises interprétations, c'est tout le système qui peut ensuite en pâtir. Donc c'est une étape très importante que de définir l'intégralité de ces usages. Et ensuite, vous avez la déclinaison avec des indicateurs de performance énergétique, la situation énergétique de référence, qui anciennement dans la version 2011 s'appelait la consommation de référence. Ça s'appelle aujourd'hui situation énergétique de référence parce qu'on ne prend pas en compte que la consommation pure. Toutes les entreprises changent et évoluent. Aujourd'hui, vous passez des équipes de 2.8 à des équipes de 3.8, des taux d'ouverture différents, énormément de paramètres que vous collectez dans une brique qui s'appelle planification de collecte des données et qui doivent vous permettre de faire référence à des indicateurs pertinents. La différence entre l'ISO 50001 et d'autres normes de système de management, c'est qu'il est très clairement écrit dedans que c'est aux entreprises de démontrer leur performance. Ce n'est pas une tierce partie de venir comprendre ce que vous avez fait, c'est à vous d'être en capacité à l'expliquer. C'est une démarche légèrement différente, mais qui est intéressante pour conserver le savoir dans une entreprise. On a trop souvent vu des référents énergie quitter des entreprises et mettre l'entreprise dans une situation difficile parce qu'on n'avait pas forcément écrit les choses ou du moins suffisamment matérialisé certains éléments. Aujourd'hui, tous les outils de télécomptage, qui sont très bien faits d'ailleurs, ce n'est pas le sujet, mais sont parfois un peu complexes à expliquer ou du moins à écrire la notion de méthodologie qui, lorsqu'une personne s'en va de l'entreprise, on peut avoir une perte de savoir. C'est toujours intéressant du coup d'arriver à faire la passerelle et de conserver les choses. Bien évidemment, il y a le leadership dans l'entreprise avec la direction qui est aussi un acteur important pour la mise en place de la démarche, tout ce qui peut être approche de support et de formation dans l'entreprise, les activités opérationnelles et la gestion avec les sous-traitants, puisque certains sous-traitants sont les sachants de certaines utilités dans l'entreprise qui sont complètement sous-traités et qui demandent d'être maîtrisés. Les cahiers des charges aussi, quand vous achetez de l'énergie, vous achetez de la sous-traitance ou vous achetez des équipements, il y a des besoins de matérialiser vos besoins et vos exigences en matière énergétique. Et ensuite, vous pilotez tout ça dans une brique qui s'appelle surveillance, mesure et analyse de la performance énergétique. À la fin, pour considérer qu'un système est performant, il faut qu'on ait une performance énergétique avérée et démontrée par l'organisme avec des indicateurs pertinents, mais aussi une efficacité de l'organisation. Avoir défini les bonnes compétences, avoir géré les sous-traitants aussi pour amener de la valeur ajoutée. Et ensuite, derrière, l'amélioration continue, comme n'importe quelle norme de système de management. Voilà, grosso modo, on peut considérer qu'on met en place un système de management de l'énergie. Ça dépend des entreprises, mais entre 6 mois, 1 an, et pour certains, en fonction de la complexité, un peu plus qu'1 an. Et ensuite, derrière, vous avez toute la phase d'audit, un audit de certification, avec un audit initial en entreprise et 2 audits de suivi.
Au niveau du nombre de certifiés ISO 50001 dans le monde, la France, ça dépend quelle lecture on peut faire de ce tableau. On peut se dire que c'est pas mal ou pas. En tout cas, on a beaucoup de retard par rapport à d'autres pays voisins comme l'Italie, l'Allemagne ou l'Angleterre en nombre de certificats. Même si nous, on a plus de sites que certains d'entre eux, on a un peu moins de certificats, donc ça dépend quand on prend un grand groupe ou une ETI avec plusieurs sites. Mais en tout cas, on voit que la Chine ou l'Allemagne sont largement devant les autres, et il y a encore des choses à faire en matière de certification sur les sites industriels ou non. La plupart des secteurs d'activité certifiés aussi ISO 50001 dans le monde, ça n'est pas surprenant de voir que tous les aspects autour de la métallurgie font partie des principales structures certifiées, mais on voit que le plastique, l'agroalimentaire ou la chimie suivent. Et on constate, je l'ai dit tout à l'heure, des entreprises de prestations avec des locaux qui commencent à intégrer un petit peu plus ce pourcentage-là. Voilà, l'idée c'était juste de faire un rappel. J'espère avoir été assez rapide, mais au moins pour présenter l'ISO 50001 et ce que ça pouvait amener dans l'entreprise. Et puis maintenant, je vais passer la parole à nos deux témoins. On va commencer par Monsieur Forestier pour l'entreprise Setforge. Merci. Alors ce matin, j'étais dans un atelier sur l'électrification. J'ai fait une présentation qui ressemble un petit peu. Donc je vois qu'il y a certaines personnes qui étaient présentes également ce matin. Donc vous allez revoir les vidéos. J'espère que ça vous perturbera pas. Donc voilà, j'ai essayé d'intégrer des vidéos dans la présentation pour être un peu plus vivant et puis de savoir de quoi on parle quand on parle de certification ISO et d'une façon plus globale de décarbonation. Alors le groupe Setforge, c'est un conglomérat de 10 sociétés qui sont totalement indépendantes l'une d'entre elles. Ces 10 sociétés sont en France, donc c'est un groupe franco-français. Et la société qui est porteuse de ce dont on va parler, c'est une société qui est située à Lorme, entre Lyon et Saint-Étienne, et qui est principalement orientée sur la forge à chaud de grosses pièces. Quand on dit grosses pièces, c'est de 40 kilos pour la plus petite jusqu'à 250-300 kilos pour les plus grosses. Donc c'est une société qui fait à peu près 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc une petite société. Nous sommes 80 personnes. On a 3 lignes de production, 2 sur marteau-pilon et une sur une presse mécanique. On est totalement déconnecté de l'automobile. Et c'est un grand plaisir aujourd'hui. On travaille essentiellement pour la partie construction avec des partenaires comme Caterpillar, Volvo, Poquelin et autres. Un peu sur la partie défense, sur la partie ferroviaire. Voilà. Il faut savoir que dans tout ce qui roule, il y a des pièces forgées. Hein, de la trottinette à l'avion, tout ce qui roule possède des pièces forgées. Alors en termes de certification, on est 14001 pour l'environnement, 9001 pour la partie management de la qualité et 50001 pour la partie de l'énergie. C'est un parcours, c'est forcément quelque chose de difficile à mettre en place. Il y a un vrai travail à faire pour y parvenir, mais on va le voir, c'est dans une démarche, c'est dans une stratégie, et ça n'a de sens que si c'est dans une stratégie. On est reconnu par nos 2 clients principaux que sont Caterpillar et Volvo. Et à ce titre, comme le disait Monsieur Blache tout à l'heure, Volvo est l'un de nos partenaires qui est suédois et qui aujourd'hui nous questionne sur les pièces que nous réalisons pour lui, sur la partie bilan carbone et finalement quel est le bilan carbone des pièces qu'ils achètent chez nous, de façon à pouvoir à ce que eux puissent conglomérer un bilan carbone des machines qu'ils assemblent et qu'ils vendent dans le monde entier. Donc ça commence à être quelque chose de... Donc allez-y, ouais. Simplement, donc, voilà, je vais vous passer une petite vidéo qui est représentative de notre métier, qui est de la forge à chaud. Alors il existe de la forge à froid, mais c'est pas notre domaine d'application. Allez-y, je parle en même temps.
voilà, il existe de la forge à froid qui est forcément beaucoup moins énergivore que la forge à chaud. Alors là, vous avez l'exemple d'une pièce qui pèse environ 150 kg et qui est un arbre de roue pour des camions articulés. Donc on part de lopins qui sont en acier, lopins carrés. Forcément, le fait de les chauffer crée de la calamine en surface et que l'on va rouler et tirer, c'est les termes, hein, de façon à enlever la calamine et commencer de préparer la pièce pour la forge. Donc c'est du travail très expérimental. Il n'y a pas de prise de code. Tout est fait d'une façon. Voilà, c'est le métier qui donne la précision de la pièce, quoi. Donc la deuxième phase de préparation, on est toujours dans la préparation, on n'a pas commencé la forge et pourtant on commence déjà à se voir la pièce se dessiner tout doucement. Donc là on l'a préparée et maintenant on va faire l'opération de forge proprement parlée sur marteau-pilon. Donc c'est un marteau-pilon de 200 kJ que vous voyez. Donc les deux masses hautes et basses sont des masses de 20 tonnes qui viennent à la rencontre de la pièce et qui viennent la déformer pour atteindre la forme que l'on veut. Donc le lopin, lorsqu'il sort, quand on commence à le préparer, il est chauffé à 1250 degrés, donc sur des fours gaz, donc forcément énergivores. Et l'importance de la rapidité d'exécution de la pièce, une fois que la pièce est finie, il ne faut pas qu'elle soit en dessous de 900 degrés. Donc on a peu de temps pour le cycle de production de la pièce. Donc forcément on fait un peu de bavure, donc on enlève la bavure. On peut peut-être passer... Voilà, donc ça, ce sont les véhicules concernés par nos pièces, qui sont les camions articulés. On fait les mêmes pièces aussi bien pour Volvo que pour Caterpillar sans que ça pose de difficulté à aucun des deux sur la partie concurrence. Voilà, je pense que c'est aussi intéressant de le souligner. Et ce sont des pièces forcément qui sont très 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 sollicitées mécaniquement. Alors ces pièces-là nécessitent après la forge proprement dite, nécessitent du traitement thermique pour leur apporter une résistance mécanique relativement importante. La deuxième petite vidéo, c'est un process de forge qui est un peu différent puisque c'est toujours de la forge à chaud mais sur presse mécanique. La seule différence, c'est qu'on part de lopins qui sont non plus carrés mais qui sont ronds et que l'on va chauffer à l'induction plutôt que sur des fours gaz. Donc voilà, tous les procédés existent. La seule différence dans le procédé, c'est que la presse, elle ne peut donner que ce qu'elle a, c'est-à-dire quand elle donne un coup de presse, c'est terminé, on peut pas aller au-delà. Alors que le marteau-pilon, on a vu que c'était de l'énergie, qu'on pouvait aller un peu plus loin et qu'on pouvait déformer la pièce. Donc c'est un procédé qui est différent, qui s'adresse forcément à des pièces plus petites. Sur une presse, une fois que la pièce a fait 40 kg, on est un peu au maximum de ce que l'on sait faire. Et comme on est sur de la très petite série, les opérateurs qui travaillent sur les presses, à la fin de la journée, quand ils ont manipulé des pièces de 40 kg pendant toute leur journée, ils sont contents que ça s'arrête. Alors, par rapport à ça, finalement, nous, très énergivores, comment notre stratégie est intervenue? Alors, la première des choses, c'est dans une stratégie, c'est de définir 2 points. D'abord, la destination et puis surtout le point de départ. Alors, la destination, je pense qu'on la connaît tous aujourd'hui. Hein. La destination, c'est 2050, c'est la neutralité carbone, avec tout un parcours sur les 30 ans qui nous restent pour atteindre cet objectif. Et pour identifier le point de départ, il nous a semblé que l'ISO 50001 était un excellent outil pour déterminer finalement notre empreinte actuelle, déterminer quels étaient les usages qui consommaient le plus dans notre entreprise, quels étaient les procédés et surtout quels étaient les leviers qui étaient à notre disposition pour essayer d'aller de l'avant et de décarboner et d'économiser. Alors,
bien sûr que là, je vous montre une infime partie des tableaux qui sont en cours pour faire l'ISO 50001. Donc, on a séparé la partie gaz, électricité et gasoil. Donc, on ramène ça sur de la tonne forgée parce que c'est ce qui nous paraît être le plus pertinent en termes de KPI. Et de ces kilowattheures sur tonne forgée, on en tire des CO2. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une vision du gaz à effet de serre émis par tonne forgée, quel que soit le procédé, puisque ça englobe aussi bien le gaz que l'électricité. Au travers de cette étude-là et de ces KPI, voilà, on en tire finalement les solutions à mettre en place. Et des solutions à mettre en place, et forcément, il se passe une deuxième chose, c'est que on a tous de très 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 bonnes idées, qu'elles soient petites, grandes ou de grande envergure, mais il reste une solution extrêmement importante, c'est de les financer. Alors, dans notre stratégie, avec la décarbonation, donc on a vu la particularité de l'ISO 50001 qui nous apportait un point de départ. Finalement, nous a permis d'identifier ce qui était le plus consommateur et et finalement la facilité avec laquelle, parce que ça compte aussi. C'est-à-dire que on pourrait très bien raser l'usine, en construire une nouvelle. Ça c'est facile à dire, mais on sait très bien que c'est pas possible. Donc on a ce qu'on a. Et avec ce qu'on a, il faut qu'on essaye de construire quelque chose qui puisse s'intégrer dans l'usine actuellement et qu'on puisse financer. Alors on construit une stratégie qui est sur 5 années. C'est un peu une façon de faire dans l'entreprise. On construit un business plan sur 5 ans. Et sur les 5 années, on regarde commercialement ce qu'on veut faire. On regarde les moyens qu'on a pour le faire, les moyens qui nous manquent, et ça c'est vrai aussi bien pour la partie commerce et activité de l'entreprise que pour la partie décarbonation. Et sur la partie décarbonation, on a essayé de mettre en place ce qu'on savait se payer, tout simplement, ce qu'on savait se payer sur les 5 années à venir. Et sur ces 5 solutions qui arrivent, on a décidé de moderniser notre ligne de traitement thermique. Alors cette ligne de traitement thermique aujourd'hui, elle est à peu près âgée de 40 ans. Forcément, des installations qui ont 40 ans d'âge, je vous laisse imaginer les consommations d'énergie qu'elles peuvent engloutir, sachant qu'il y a 40 ans, c'était pas le sujet. Forcément, on le verra tout de suite derrière. Chaque fois qu'on fait une décision d'investissement maintenant dans l'entreprise, la partie prépondérante, c'est bien sûr la rentabilité, ça reste vrai, mais c'est également la décarbonation. C'est-à-dire quelle est la solution la plus efficace. Il vaut mieux choisir une solution qui coûte 5 à 10 000 euros de plus, mais s'inscrire dans une vision de décarbonation pour pas y revenir dans 5 ou 10 ans. C'est vrai, on doit changer une chaudière de chauffage qui est aujourd'hui à gaz. Eh bien, pour éviter d'être dans l'urgence, on a loué une chaudière. On a mis une chaudière de location et ça nous laisse le temps aujourd'hui de réfléchir quelle est la solution la meilleure pour investir et que la solution qu'on mette en place, elle soit durable et qu'elle puisse s'inscrire sur les 10 ou 15 prochaines années. On a mis à disposition toutes nos toitures de l'usine, ça représente à peu près 17 000 mètres carrés. On a mis à disposition toutes nos toitures en disant voilà, si quelqu'un veut venir et être partenaire avec nous pour construire un parc de production d'électricité photovoltaïque, nous on met à disposition nos toitures. Ce qu'on souhaite, c'est récupérer bien sûr la partie après certificat, de façon à ce qu'elle rentre dans notre bilan carbone au bout du bout. Mais c'est aussi une façon d'être dans la vision neutralité carbone à 2050. Parce qu'on sait très bien que dans notre industrie, le zéro carbone, ça sera pas possible. Dans 30 ans, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc il faut qu'on trouve d'autres moyens pour arriver à cette neutralité carbone en passant peut-être par des solutions comme celle-là. Et puis, on s'est mis dans la tête de remplacer un four de chauffe sur un pilon et puis également de gérer le chauffage des bâtiments administratifs un peu différemment. Voilà, tout ça nous conduit à la courbe que vous avez sur votre droite où la ligne rouge constitue d'une façon très linéaire notre parcours pour aller à la neutralité carbone en 2050.
Et on voit qu'à l'horizon, donc on est en 2021, on fait un business plan sur 5 ans. Donc en 2026, on voit où on sera rendu. On aura peu ou prou réalisé 50% à peu près d'économie sur la vision que l'on a. Alors on n'est pas dupe. On sait que cette partie-là, c'est non seulement la plus facile et la moins chère. Donc, ce qui reste à faire derrière pour arriver à la neutralité carbone, ça sera forcément beaucoup plus douloureux et beaucoup plus cher. Mais de toute façon, on n'a pas le choix, donc il faut y aller. Alors, pour répondre à ce que disait M. Blache tout à l'heure, pour avoir l'ISO, enfin pour passer cette certification ISO 50001, on a équipé l'usine de compteurs et de compteurs connectés pour éviter de les relever. Et on a fait ça sur le gaz, l'électricité et l'eau. Même si l'eau aujourd'hui ne rentre pas dans la vision de l'ISO 50001, mais pour nous c'est quelque chose d'important. Et on a essayé d'avoir des compteurs connectés. Alors c'est pas parce qu'on mesure qu'on consomme moins, c'est une évidence. Mais en revanche, le fait de mesurer et d'avoir cette vision permanente, puisqu'on a des lectures en quasi-temps réel, ça donne une vitesse de réactivité qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et c'est cette vitesse de réactivité qui permet de consommer moins, c'est-à-dire qu'on ne consomme pas inutilement. Et quand on a une dérive de process, on est pratiquement alerté dans la minute, ce qui permet de réagir d'une façon très, 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 très rapide. Donc, la mise en place de compteurs n'est pas pour obtenir la certification ISO 50001, elle est vraiment pour nous d'être hyper réactifs dans la dérive des process de production et d'avoir une réactivité en temps réel. C'est vrai, alors on l'a fait au départ sur l'eau, parce qu'on a une usine qui a à peu près un peu plus d'un siècle d'âge, donc on a des canalisations qui sont forcément fragiles, et on avait des fuites d'eau souterraines sur nos canalisations, et souvent on s'en apercevait 2 mois après. On faisait comme tout le monde, hein, on relevait nos compteurs en fin de mois pour faire le compte de résultats, hein. Et puis on se disait, ce mois, qu'est-ce qu'on a consommé comme eau? Il faut faire attention, hein. Et puis le mois prochain, on disait, ça n'a pas changé, donc il y a un problème. Il s'était passé 2 mois. Aujourd'hui, avec les compteurs connectés, dans l'heure qui suit, on sait qu'il y a un problème. Et aujourd'hui, on sait réagir. Alors après, il faut bien sûr des techniques, et on fait intervenir des sociétés qui savent rechercher en souterrain où sont les fuites, mais en 15 jours, on sait réparer une fuite qu'on a détectée à un moment donné. Et on fait à peu près la même chose aujourd'hui sur le gaz et l'électricité. Et en même temps, ces compteurs nous ont permis de construire notre bilan énergétique pour avoir la certification ISO 50001. On travaille bien sûr également sur la partie 14001 avec la réduction des rejets atmosphériques, hein, qui va devenir là aussi un sujet essentiel dans les mois qui viennent. Et pour ma part, moi, je me suis inscrit à l'accélérateur de décarbonation qui est porté par l'ADEME et puis par BPI, qui est un outil extraordinaire pour essayer de mettre du sens sur cette valeur, sur cette vision de décarbonation. Voilà. Ça a un sens terrible. Moi-même, chef d'entreprise, quand j'ai été stupéfait par le témoignage de jeunes diplômés qui nous disaient vous n'imaginez pas l'angoisse qui est la nôtre, qui arrivons sur le marché du travail par rapport au climat. Et non, on n'en avait pas conscience. Enfin, moi, j'en avais pas conscience. J'avais pas conscience que cette jeune génération aujourd'hui de 20 à 25 ans vit dans cette angoisse du lendemain. Et voilà, donc ça éclaire énormément et ça donne beaucoup de sens. Et puis donc sur notre projet de ligne de traitement thermique qui est aujourd'hui en cours, on a initié aujourd'hui, on a une ligne de traitement thermique qui est composée de 5 fours qui fonctionnent au gaz, âgés de 40 ans, comme je vous l'ai dit, donc très énergivores. C'est des gros fours qui traitent environ des charges de 3 tonnes chacun. Et on a des fours haute température, des fours basse température. Alors, quand on parle de basse température, on parle de 600 degrés.
Alors, les fourreaux de température qui, eux, fonctionnent jusqu'à 900 000 degrés, on les conserve au gaz parce qu'on n'a pas trouvé d'autres technologies pour l'instant qui apportent cette énergie-là sur le traitement thermique. Alors forcément, avec la technologie d'aujourd'hui, sur la partie structure du four, sa partie isolation, sa partie brûleur, avec les technologies d'aujourd'hui, et puis sur la partie des fours basse température, là on migre sur l'électrique. De façon, alors l'électrique, ça a aussi un impact positif sur la stabilisation de la température, qui est extrêmement importante sur les températures de revenus, et qui permettent d'accroître également la qualité du traitement que l'on recherche. Donc on fait coup double sur le coup là, c'est on rentre dans une vision de décarbonation pas totale mais partielle, et en même temps on améliore la qualité de notre traitement thermique, qui est essentiel dans la production de nos produits. Pas pour l'instant. On n'en est pas là. On n'en est pas là, pas pour l'instant. Aujourd'hui, on a regardé. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que le projet, il faut qu'on le lance maintenant. J'avoue mon incompétence sur la partie hydrogène. Je sais pas du tout où ça en est, et je suis pas sûr que. Je sais même pas si ça existe. Et au travers de ce projet, alors. Pour nous, c'est un méga projet pour nous. C'est 80 personnes, 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. On parle d'un investissement à 5 millions. C'est énorme. Et on est accompagné par l'ADEME sur ce projet-là, qui nous finance à peu près 25% du montant. Bon, il reste quand même un peu plus de pratiquement 4 millions à financer, quoi. Donc c'est des sacrés paris sur l'avenir, pour nous, entrepreneurs. Mais je crois qu'il y a une chose sur laquelle je suis convaincu, c'est ce que je disais ce matin. En tant qu'industriel, aujourd'hui, on a la vision. Aujourd'hui, en ce qui nous concerne, on a la stratégie. Maintenant, on passe à l'action. J'espère que ces paris seront payants. Et je suis intimement convaincu, moi, que les entreprises énergivores comme la nôtre, qui ne prennent pas le virage aujourd'hui de la décarbonation, seront demain dans la difficulté, dans la souffrance, voire sont appelées à disparaître. Donc à un moment donné, il faut se lancer dans le grand bain, quoi. Faut y aller, quoi. Donc c'est un projet qui va durer à peu près 2 ans. On l'a commencé là au mois d'octobre à définir les cahiers des charges pour une commande probable au mois de mars prochain, et pour une mise en service dans l'entreprise à partir aux environs de septembre-octobre 2023. Donc projet d'envergure qui est en lien direct avec l'ISO 50001, puisque vraiment le point de départ c'est celui-là, quoi. Voilà ce que je peux vous en dire. Je vous propose de garder les quelques questions après. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur Bron de la société Torre Film, qui va vous présenter son retour d'expérience. Oui, donc, je suis Olivier Bron, donc je suis le responsable santé, sécurité, environnement, et donc je m'occupe des certifications 14 000, qui c'est le système de management de l'environnement, de la sécurité, la 45 000 et la 50 001 qui est l'énergie. Et j'espère que dans ma présentation, je vous montrerai pourquoi elle est un tout petit peu différente. Celle-là, même si elle ressemble un petit peu aux autres, Monsieur Blache en a parlé avec la fameuse structure HLS. Rapidement, donc Torres, c'est un site de 1929 qui est presque conscrit avec cette forge. 92 ans, donc ça crée aussi des problématiques intrinsèques, évidemment. Ça a été racheté, c'est un ex-Ron Poulenc, un ex-site Ron Poulenc à Saint-Maurice-de-Bénaud, donc ça a été racheté par les Japonais, donc Toray, qui est un gros groupe, on va dire, dans la chimie. C'est un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros par an, à peu près.
C'est important parce que je vous dirai un petit peu le coût de notre énergie. On fait 50 000 tonnes de bobines de film plastique, alors qui servent, vous voyez les petites photos, donc soit pour faire l'emballage intérieur des chips Lay's. Quand vous mangez des chips Lay's, l'emballage intérieur est français. Les opercules de yaourt Danone, donc ça c'est pour l'alimentaire. Donc on met de l'aluminium sur notre film plastique pour faire de la barrière à l'oxygène et à l'humidité. On fait l'arrière de panneaux photovoltaïques et puis après on fait aussi ce qu'on appelle pour faire du transfert thermique pour l'impression. Voilà. Des bobines qui servent à ça, puis aussi pour mettre dans des moules, etc. Enfin bon bref, il y a beaucoup d'applications. Notre site fait 22 hectares, il y a 92 000 mètres carrés de bâtiments, donc ça aussi. On n'est pas Céveso. On fabrique des polymères pour faire les films en fait de polyéthylène terephthalate, d'accord. Et puis on a une autre production donc les chips Lay's, pour faire court, hein, je fais vite, mais les chips Lay's qui elles sont fabriquées à base de polypropylène, d'accord. Et le polypropylène on le fait venir, c'est des camions qui nous livrent. Le film PET est fabriqué par des unités de transformation chimique, de polymérisation. Donc juste pour vous montrer les enjeux, donc on a toute une série de réglementations qui s'appliquent à nous en fait, hein, et donc on doit déclarer chaque année depuis je sais pas des décennies on va dire nos consos de gaz, nos consos d'électricité, nos consos de fuel lourd, nos consos etc. Et donc, du coup, on a ces informations. Donc, c'est intéressant de les reprendre et ça donne un peu de perspective parce que c'est un peu le mal qu'on a actuellement en tant qu'industriel, c'est on rentre dans le money time, on va dire, qui va durer 10 ans. Et donc, c'est d'où on vient et où on va. D'accord? Donc, on voit, on était à peu près, on va dire, à 25 € le mégawattheure. Donc, ça, c'est gaz plus élec, hein. D'accord? Jusqu'en 2008-2009, hein, certains spécialistes, d'ailleurs c'est l'Agence internationale de l'énergie hein, qui a dit on avait atteint le pic pétrolier vers 2006-2008 hein, par rapport à cette fameuse crise. Là, on est monté d'un cran, vous avez vu, un phénomène d'augmentation à cliquet. Et puis, si on fait des petites projections juste en mettant une courbe tendance hein, sur Excel, hein, donc il n'y a pas de prévision en mode IRMA, hein, en 2030, on sera au niveau du pic de la crise de 2008. D'accord ? Nos prévisions de notre service achat sont beaucoup moins optimistes. Beaucoup moins optimistes. Ça pourrait être 60 € le mégawatt d'élec déjà l'année prochaine. Et ensuite, on pourrait monter vite à 100 € d'ici 2-3 ans. Donc, vous allez voir, ça peut paraître peut-être un peu bas, hein, mais on en consomme beaucoup. Donc, on a des prix intéressants. Mais qui sont, on va dire, comment on va dire ça, qui nous posent problème quand même. Donc, on verra ça dans les réflexions, c'est en 2030 combien va nous coûter le mégawattheure. Les consos énergie, donc pareil, actuellement on est à 280 000 mégawattheures par an. Hein. C'est l'équivalent d'une ville, mais maintenant qu'on est certifié ISO 50001, on ne le dit plus. Hein, parce qu'avant c'était notre petite fierté de le dire qu'on consommait autant qu'une ville, je ne sais plus laquelle c'est, Bourg-en-Bresse, Annecy, je ne me rappelle plus. Et donc, dans la déconstruction, en fait, on ne doit plus le dire. C'est important. Oui, c'est ça. Oui, c'est grâce à vous, M. Blache. Donc, par contre, l'énergie, vous avez vu, ça nous coûte, ça dépend les années, mais ça nous coûte entre 9 et 12 millions d'euros par an sur un chiffre d'affaires de 150 millions. Donc, c'est ce que disait M. Blache tout à l'heure. Hein. Donc, nous, on est électro-intensif. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'avant, quand vous étiez électro-intensif, jusqu'à un changement de loi en 2015, c'est comme vous utilisiez beaucoup d'énergie, RTE, comme donc on payait un peu, on contribuait fortement au transport, nous faisait un abattement sur une taxe, qui est la taxe TURP, la taxe au transport. D'accord ?
Et puis ils se sont dit, ouais, c'est bizarre ce truc, ça va pas, il faut qu'on change la loi. Et donc là, on a un phénomène, je vais vous le raconter parce que c'est une incitation qui est un peu bizarre. Et donc, ils ont changé la loi, ils ont dit, bah, maintenant, si vous voulez continuer à avoir l'abattement TURP, donc qui représente des grosses sommes d'argent, hein, 600 000 euros par an, plus de 600 000 euros par an, il va falloir faire des économies d'énergie. Le problème, c'est que ces 600 000, entre guillemets, on les a toujours touchés. Et ils ne rentrent pas dans les bilans comptables. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est de l'incitation, mais en inverse. Enfin, et donc, ça pose un problème, je dirais, mental. Alors, évidemment que jusqu'au directeur général chez nous, les directeurs japonais, tout le monde est au courant de l'énergie stratégique. Et ça, on n'est plus dans ces débats-là, hein, d'accord? Mais c'est un système incitatif qui est un peu bizarre, je vous le dis tout de suite. Et le problème, c'est un système en fait d'amende, c'est que si on ne fait pas les économies d'énergie, ils vont soit nous retirer temporairement l'abattement, jusqu'à qu'on fasse nos économies d'énergie, soit s'il y a de la malveillance, parce qu'on a eu la DREAL qui nous a expliqué ça, si on fait de la malveillance, de malhonnêteté, ils reprennent sur 3 ans les sous. 5 ans les sous, 6 même. 6, c'est parce qu'ils ne sont pas contents. Donc ça va être... donc les enjeux sont énormes, hein, évidemment. Oui, les économies d'énergie, pour faire de la diminution de coûts, comme on le disait tout à l'heure, c'est important. Et vous le voyez, on était à 353 000 mégawattheures, donc on diminue. Mais il faut des trajectoires avec des pentes très fortes, d'accord ? Puisque je dirais que la clé, et ça, on n'est pas encore là, c'est comment on va ressortir en 2030 à peu près, hein, pour essayer d'avoir un peu de voir un tout petit peu plus loin. Donc on est certifié ISO 50001, donc la V 2011 donc en 2017, et on est passé à V 2018 en 2019. Il y a des petites différences, mais bon, c'est pour les spécialistes, on va dire. On est soumis aussi au marché européen des tonnes CO2. Donc là, pareil, hein, d'habitude, vous savez, dans les lois environnementales, c'est la réglementation qui dit qu'il faut diminuer. Il faut atteindre, sinon vous ne respectez pas les règles. Là, ils ont dit on va mettre le marché européen. Le marché européen, donc, on a des allocations chaque année. Et si on produit plus de tonnes CO2, notamment sur le gaz, hein, nous c'est que le gaz, on doit racheter la différence, d'accord ? Donc tout allait bien, tant que c'était à 5 €, hein, et que les allocations étaient très hautes, qu'on nous redonnait. Donc en fait, ça faisait partie des choses mises dans les budgets. Donc tout ça, ça a changé. Donc je vais vous dire juste actuellement, on est à 40 €, ça doit être même plus haut là en ce moment. Je n'ai pas regardé, on doit être à 50. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait un article, je crois, qui date de l'année dernière. Alors, un article sérieux, hein, je ne sais pas de qui, mais je ne l'ai plus en tête, mais qui prenait le 50 € en 2025. Ça allait augmenter fort et que le 50 € allait arriver en 2025. Donc, il y a une vraie incertitude, hein, sur tous ces coûts d'énergie, sur le coût du mégawatt gaz, ELEC. Même si là, en 2020, le mégawatt gaz n'a pas été très élevé. Bon, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc, tout ça, là aussi, ça fait beaucoup d'argent, hein, des centaines de milliers d'euros. Et ça, c'est que le gaz. Donc là, je vous ai juste mis les courbes des allocations. Donc, chaque année, donc en 2013, donc on nous donnait 23 000. On produisait 25 000 tonnes de CO2. D'accord, à 5 €, on rachetait 2000. Bon, ça allait. Et puis, ils ont diminué. Puis, plus on diminue, plus les gens veulent en acheter sur le marché. Et donc, ça augmente. Et puis, tout le monde l'achète à la même période. Une fois que les DREAL ont traité le dossier, donc en avril. Nous, on a vu la chose. On n'avait pas les moyens de prendre de l'avance. D'accord, on a vu le directeur financier lui dire ça va monter, il faudrait qu'on prenne de l'avance, etc., qu'on achète des tonnes CO2 en avance sur le marché et on a un compte pour ça. Bon, on n'avait pas les moyens, on a attendu. Bon, voilà. Donc voilà, pour des entreprises qui peuvent avoir des difficultés de capitalisation ou de trésorerie, hein, tout simplement, hein, c'est des vrais problèmes très concrets.
Et puis, donc, on a eu une grande année l'année dernière. On a fait tous les calculs pour faire les nouveaux calculs d'allocation, etc. Donc là aussi, par les calculs savants, vous avez vu, on finit 2020 avec 6600 tonnes d'allocation chaque année. Dès 2021, ce sera 6300. 2026, il y a un gap, on passe à 3000. Et ce qu'ils veulent, c'est 0 en 2030. D'accord? Donc, si on produit toujours on utilise la même quantité de gaz, il va falloir qu'on rachète sur les marchés 24 000 tonnes de CO2. D'accord? Donc, à combien il sera, on verra. Donc, évidemment que on rentre dans une dimension, vous le comprenez tous, hein, mais monsieur en a parlé aussi, hautement stratégique. C'est ce qui rend aussi intéressant. Donc, on est soumis, ça c'est un peu récent, enfin, c'est pas récent, mais on suit maintenant avec la veille réglementaire demandée par l'ISO 50001, le code de l'énergie et les évolutions réglementaires. Donc, en fait, alors l'ISO 50001, je vous corrige, monsieur Blache, mais pour nous, ça devient une exigence réglementaire, puisqu'on a ce fameux article D351.5 qui dit pour avoir l'abattement TURP, il faut avoir un système de management de l'énergie. Alors, ils ne nous disent pas qu'il faut avoir l'ISO 50001, mais enfin, en gros, il n'y en a pas d'autres. Donc, c'est celui-là qu'on prend et c'est plus lisible pour nos clients. Il faut atteindre dans un délai de 5 ans des objectifs de performance énergétique. Chaque année, il faut faire des rapports à l'ADREAL, demander les actions, etc. Et puis, évidemment, quand c'est pas tenu, il faut un peu plus justifier. D'accord ? Ça se durcit beaucoup, cette affaire. Vous l'avez vu, l'objectif de performance énergétique ne peut être révisé que pour un motif réel et sérieux. Hein ? Donc ça, c'est mis dans la loi. Et il y a aussi des conditions sur les investissements par rapport à l'abattement TURP. Ça, c'est pas mis dans la loi, mais c'est mis dans les petits courriers explicatifs qu'on reçoit. Donc, il y a des enjeux. Donc, on est électro-intensif, je vous l'ai dit, maintien de l'abattement TURP, la taxe transport. Si on a le plan de performance énergétique et si on atteint nos objectifs et si on a la certification ISO 50001, on a fini notre premier plan de performance énergie. Donc, on avait moins 3,9% en mégawattheure par tonne de produits, de bobines de film plastique produits. Et puis, on a travaillé sur le plan de performance énergie 2, 2021-2025, donc pour ceux qui sont électro-intensifs dans la salle, on a dû le déposer pour le 30 novembre. D'accord ? Ce que je peux dire, je vais vous en parler, mais je crois que je l'ai marqué après, mais on va dire les tableaux, les documents à remplir étaient un tout petit peu plus costauds que pour le PPE2. On avait beaucoup de colonnes, alors que au PPE1, en 4 colonnes Excel, on y était arrivé. Tout ça pour vous dire, c'est que dessus, il y aura un suivi qui sera beaucoup plus fin. Donc autant dire qu'il faut être clair et transparent et il va falloir qu'on soit efficace. Marché des quotas CO2, et puis l'objectif national piloté par le ministère. Donc l'ADREAL, alors c'est le ministère, mais c'est l'ADREAL région, hein, c'est le cas à Lyon, là. Et eux, c'est moins 16% en 2016 et 2028. Alors ils sont sur des mégawattheures par tonne, hein, d'accord, pas en brut. C'est important aussi de le dire. Les bénéfices de l'ISO 50001, alors nous on est certifié depuis longtemps dans différents domaines, hein, donc, mais c'est l'implication des services. L'ISO 50001 pour nous a un petit PEPS particulier, c'est-à-dire que si on se prend une non-conformité majeure, c'est-à-dire un retrait temporaire de l'assertif, c'est pas comme pour les autres normes. Pour les autres normes, on va mettre 15 jours, on va activer les services pour essayer de bien faire les choses comme il faut et reprendre. Mais là, sur l'énergie, ça va être compliqué. Donc là, alors, il y a une application des services, mais il y a aussi les services qui ne veulent pas être celui qui a la non-conformité majeure. Hein ? Ça marche aussi dans ce sens. C'est pas toujours aussi beau. Hein ? La démarche PDCA. Formation des personnes, tout le monde en a parlé à cette table, la formation des personnes ayant un impact sur l'énergie. D'accord ? Donc là aussi, il a fallu batailler un petit peu avec les RH. Ils voulaient 20 personnes, on en demandait 40. Vous voyez, mais je vais vous donner un chiffre pour bien comprendre si jamais vous avez aussi à faire ce genre de justification.
La formation, elle coûte 16 000 € pour 40 personnes, donc une formation de 2 jours qui va être, je pense, assez costaud. Il faudra en refaire d'autres, hein, mais c'est la première de ce niveau-là. C'est 300 mégawattheures. D'accord ? Donc, sur les 40 personnes, si on a une personne sur les 40 qui mène une action, je dirais en toute autonomie, on les aura gagnés. D'accord ? Et sans parler qu'il faut de la compétence, on va pas rentrer dans les détails, mais enfin, vous verrez un petit peu sur nos projets. C'est des choses qui sont énormément complexes et des fois très structurantes pour l'entreprise. Hein, c'est pas parce que gérer les chauffages dans un bâtiment, alors ça peut être parfois complexe, surtout quand tout le monde touche le bouton. Mais ce que je veux dire, c'est pas trop compliqué. S'il est bien isolé, ça se fait. Hein, il faut de la tuyauterie, il faut du dimensionnement, etc. Mais quand vous faites du refroidissement, du chaud, etc. sur du process, vous touchez des paramètres que des fois vous savez pas bien ce que vous touchez. Donc c'est toujours un peu plus délicat et c'est pour ça que des fois on préfère rien faire. Gestion des KPI, hein, donc ou des indicateurs de performance énergétique, hein, les IPE, hein, en langage ISO 50001. Ils demandent du comptage. Nous aussi, on n'a pas assez de comptage, d'accord. Alors je corrige, ce matin, il y a quelqu'un qui a dit que ça coûtait pas cher le comptage. Si, ça coûte cher. si, ça coûte cher. Nous, on va déjà en avoir pour 100 000. Hein. Donc, je vous le dis. Donc, quand il faut changer les compteurs vapeur, des choses comme ça, c'est pas des minces affaires. Voilà. C'est peut-être le logiciel Energy qui coûte pas cher, j'en sais rien. Et donc, ça va rendre aussi obligatoire des tâches qui ne l'étaient pas. Ça dépend des niveaux de métrologie dans les entreprises. Vous savez, nous, nos compteurs de gaz, je vous lâche une info, hein, je sais pas si... Je vous lâche quand même. On les étalonne pas, d'accord ? Puisque nous, ce qui sort, c'est ce qu'on prend sur GRT. D'accord ? Le compteur GRT, il est étalonné, tout va bien, c'est là-dessus qu'on monte les choses. Mais ensuite, sur chaque chaudière, nos compteurs sont pas étalonnés. D'accord ? Bah ça, c'est plus possible. D'accord ? Ça nous pose en plus des problèmes. D'accord ? Donc, voyez des exemples hein, très concrets. Ensuite, donc là aussi, il faut expliquer à vos services qui d'habitude ne dépensaient pas de l'argent pour faire de l'étalonnage de compteurs, qui va avoir du boulot en plus, et que c'est pas obligatoire au sens comme une VGP par exemple. Hein, dans les vérifications générales périodiques, le contrôle de la mise à la terre des prises électriques, des choses comme ça. Et puis, c'est un audit donc par tierce partie. Hein, donc, bon, les normes ISO, c'est pas mal. Hein, des fois, on ressort un peu des audits un peu fatigués, mais il y a des fois, les normes ISO, ça a du bon de façon globale. Ça a aussi du bon vis-à-vis des clients. Les clients sont un peu moins regardants. Si vous leur dites on est certifié par l'AFNOR en ISO, bah, peut-être qu'ils vont moins vous envoyer leurs équipes d'auditeurs internes. Vous voyez ? Si vous l'êtes depuis très longtemps, ils vont dire on sait qu'ils sont sérieux, qu'on parle le même langage. Donc surtout quand on est avec les grands donneurs d'ordre. Hein. C'est une norme orientée résultat aussi. Ça, c'est l'ISO 50001. Hein. Elle est un peu particulière là-dessus. Elle a deux grandes particularités. C'est l'orientation compétences, même si la structure HLS l'a un petit peu amoindri de ce côté-là, on va dire. C'est dommage, mais on va dire si on reste sur la version 2011, c'est... Et orienté résultat. D'accord ? Donc ça, c'est très important. C'était pas toujours le cas sur les autres. Et puis, la veille réglementaire, hein, là, je vous parle, il y a donc le décret tertiaire, la fin des réfrigérants 410A et 134A. Donc, ça veut dire qu'il va falloir changer tous nos chillers en 2030. Hein. Les bornes de recharge sur le parking. Voilà. Donc, bon, je souris parce qu'il y a quelques trous sur notre parking en plus. Donc, il va falloir boucher les trous. Et, je sais pas si ça, c'était pas la blagounette. Hein. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir mettre... Avant, c'était pour tous les nouveaux parkings, il faut des bornes de recharge. Maintenant, en 2025, c'est une pour 20 places. D'accord ? Et on ne pourra pas attendre de refaire le parking. Donc, pareil. Hein, vous voyez, des priorisations un petit peu compliquées quand même. Le PPE1... chez nous, c'est 6000 MWh de gain annuel. On a fait moins 4,1%, donc pour une cible à 3,9%. Vous avez vu, les dixièmes de pourcent comptent. Hein.
Je vous en ai parlé, on est obligé d'envoyer les bilans annuels, d'accord, et on reçoit en fait une attestation chaque année de l'Adréal qui nous dit c'est bon, vous continuez à bénéficier de votre abattement turc parce que vos efforts sont suffisants. Hein. C'est tout ce cycle-là qui est en jeu. Hein. Les actions, on a fait de l'isolation four, on a temporisé des broyeurs lorsqu'on redéroule nos bobines de film plastique, et puis changement, réparation de purgeurs vapeur, notamment sur un atelier. Et puis donc il y a le PPE2, donc la cible là elle est à moins 5%. Elle est supérieure à... On a identifié les actions à 13 000... Alors, c'est 13 000 mégawattheures d'économie visée. Il y en a 2200 qui sont pas encore... on n'a pas trouvé les solutions. D'accord ? Alors, il y aura peut-être l'air comprimé, des choses comme ça. Hein. On a fait l'audit la semaine dernière. Mais on n'a pas encore les solutions. Donc, on a dû envoyer notre fameux dossier le 30 novembre. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on va faire tout le relamping du site, intérieur et extérieur. Hein. L'amélioration du refroidissement, donc eau glacée et tard sur, on va dire, sur 4 ateliers sur 5. On va rajouter des tares. Je fais un petit aparté, hein, parce que je ne l'ai pas mis dans les réflexions, hein, mais il y a 2 façons de refroidir, soit avec de l'eau, soit avec de l'énergie. Et nous, par exemple, on est soumis aussi à des seuils en cas de niveau d'alerte de sécheresse. D'accord ? Donc, ça remet, tout à l'heure, on disait l'eau, c'est pas tout à fait de la 50 001, etc. Mais l'eau, ça va être pareil, même peut-être sûrement pire. Et donc, si c'est pour tout électrifier, et plus consommer d'eau ou vice versa. Enfin, il va y avoir de... Le DREAL nous disait, vous avez rajouté des tares, il nous a dit, c'est pas tendance. Voilà. Hein ? Non, exactement. Les tares, c'est un peu de boulot quand même. Hein. Puis on a toujours un peu peur quand les analyses arrivent. Donc, et les gens qui gèrent ça aiment pas bien. C'est pour ça qu'ils préféraient avoir des systèmes où il n'y a pas de gestion de produits chimiques pour les infections. Alors après, ça se gère bien, hein, mais c'est du boulot. C'est du boulot avec un peu de responsabilité quand même. Toujours un gros travail sur les purgeurs. Et puis le dernier, le changement de moteur. D'accord ? Donc le DG récemment a dit que s'il n'y a pas de travail de gain, il n'y a pas un gain dans la commande sur SAP sur le gain énergétique des nouveaux moteurs, il valide pas. D'accord ? Donc ça c'est important. Sobriété, efficacité renouvelable, ça fera partie des réflexions. On prend toujours, alors ça c'est la stratégie négawatt. Hein. Je vous invite d'ailleurs, si vous vous intéressez à l'énergie, à lire. Alors ils ont sorti une mise à jour en 2022, mais moi j'ai lu le 2017, c'était brillant, je vous le dis comme je le pense. Et leur stratégie c'est sobriété, efficacité, renouvelable. Dans tout le discours qu'on a actuellement, principalement médiatique, le débat porte sur comment produire de l'énergie, d'accord, énergie renouvelable, nucléaire, etc. Ensuite, chez les industriels, on parle beaucoup d'efficacité. On est câblé comme ça, d'accord ? Mais il y en a un qu'on parle jamais, c'est sobriété. On a prononcé une fois le mot tout à l'heure ce matin. Hein. La sobriété, et c'est une des réflexions, ça prend pas. Dans l'industrie, pour l'instant encore, ça me prend pas. D'accord ? L'efficacité, on comprend. Ouais, on va acheter un compresseur d'air, on va lui mettre une vitesse variable, ça va être top. Ça, on y arrive bien. Hein, on comprend tous, et ça, c'est compris depuis même très longtemps. La sobriété, je vais vous donner un exemple. Hein. La sobriété, vous avez vu, là, on a 4 écrans dans la salle. Je suis pas sûr que les 2 là-bas au fond, ils servent à quelque chose. Hein, ou peut-être celui-là encore. J'en enlève au moins un. Allez, je vais pas être trop dur. Mais c'est vraiment ça la clé du problème. Hein. Donc il faudra réfléchir. Voilà, le dernier slide. Je suis long, hein, je vous avais dit j'étais bavard. Alors l'électricité pas chère en France. Ouais, bof. Oui. Moi je paye 160 € le mégawattheure, d'accord, ma facture énergétique, et ça c'est sans l'abonnement, hein, donc juste la conso. Mon entreprise le paye, l'année dernière, elle a payé 53 € le mégawattheure.
c'est qui va payer les hausses. Donc, il est possible, c'est la question, on verra, et là, il y a de la décision politique, c'est est-ce qu'on va rééquilibrer entre les industries et les particuliers ou pas? D'accord? C'est qui va prendre les hausses. Hausse de l'énergie, donc quel tarif en 2030? Donc difficile de se projeter parce que concrètement, quand vous faites des calculs de gains et de retour sur investissement, vous la mettez à combien? Alors nous, on l'a mis à 60. À 53, on pense que ça va être le prix sur l'année fiscale de 2022. On l'a fixé comme ça. Mais si vous avez un projet, par exemple, l'eau glacée, c'est un projet sur 10 ans. Donc les gains, vous les calculez comment? Vous les calculez à 80, à 100 euros le mégawattheure, parce que c'est pas pareil pour l'argent mobilisé dans l'entreprise, etc. Donc c'est très compliqué de faire ça, déjà d'avoir des bons calculs, et deuxièmement, de définir des constantes énergétiques, des constantes de calcul de gains et que tous les services appliquent les mêmes. Ça, c'est un vrai sujet aussi, et après, c'est faire de la prévision. Qui sait qui peut dire le prix en 2030? On n'en sait rien. Fin de l'ARENH, donc c'est le tarif réglementé, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique en 2025. Bon, ça se trouve, il sera prolongé, j'en sais rien. Ça, c'est des décisions politiques. Mais ça va faire monter très fort. Le triptyque sobriété, je vous en ai parlé, efficacité, la sobriété, il faut aborder aussi le sujet de ce côté-là. Actuellement, toutes les stratégies des entreprises sur l'énergie sont basées sur le découplage. D'accord? Donc, c'est le fameux mégawattheure par tonne. Et souvent, plus je produis de la tonne, mieux mon indicateur va être bien et je vais peut-être pouvoir m'en sortir comme ça. D'accord? Je suis pas sûr que sur une stratégie 10 ans, 15 ans, ça puisse se faire. On est obligé d'avoir des indicateurs par, on va dire, unité de production, c'est obligé. Mais il va falloir faire des gains en brut, obligatoirement. On peut pas avoir que des raisonnements de productivité. Pas sur les enjeux climat. Et puis, comment s'investir? Alors, donc, quelle est la finalité des gains en conso brut aussi? C'est pas sûr qu'en fait, on réduise notre facture énergétique. On va peut-être juste la stabiliser. Donc, c'est ça. Il est probable qu'en 2030 ou 2025, les gains qu'on va faire vont faire juste qu'on prenne pas la hausse, dans les budgets. Et puis, comment investir sur les projets de saving énergie qui sont des investissements long terme? Alors ça, c'est un gros projet. Donc, j'ai rien contre les consultants, on en croise beaucoup, mais quand ils arrivent chez nous, oui, il y a plein de choses à faire chez vous. Il y a des retours sur investissement à 3 ans, etc., etc. Ça, c'est pour la blagounette que je vous fais ça. Mais pour la non-blagounette, les projets énergie, c'est pas des projets à 3 ans. Enfin, il y en a un petit peu, mais concrètement, c'est 10, 15 ans. Et ça, dans une industrie, c'est injustifiable. Parce que les gens ne visualisent pas. Personne déjà, on se dit moins en moins est-ce que dans 10 ans, je serai dans l'entreprise? Toute l'organisation qui est en place aujourd'hui ne sera plus là dans 10-15 ans. D'accord? Donc, je ne sais plus qui c'est qui en parlait aujourd'hui de ces problèmes de compétences sur le long terme. Et donc, de justifier des investissements qui vont être rentables dans 15 ans, c'est pas pragmatique, comme on pourrait dire. Et puis voilà, comment se projeter sur des systèmes qui sont mouvants internes et externes. Donc je vous en ai parlé, mais les réglementations, les mouvements politiques, les élections, pas les élections, les mouvements en interne, dans les organisations, les stratégies, etc. Et puis ensuite, le dernier point, quid des objectifs en 2030, 2040 et en 2050. Donc l'Europe, par exemple, avait un 20-20-20 en 2020. Bon, on l'a pas tenu. Et puis en 30, alors elle l'a pas refait en 2030, 30-30-30. Mais ça, c'est pour la petite, pour faire rigoler. Mais bon, en tout cas, il y a des réglementations qui tombent et qui sont de plus en plus fortes. Il y a la pression réglementaire, par contre, qui est là. Mais quand on dit dans une entreprise ou qu'on fait de la sensibilisation et qu'on dit, écoutez, il y a le décret tertiaire qui dit que les bâtiments, donc juste les bureaux, ça sera à moins 40% en moins d'émissions à effet de serre en 2030. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, peut-être que ça va changer. Vous voyez, il y a une vraie difficulté avec ça. Dans le milieu industriel, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Et des objectifs, ça c'est peut-être pour les collectivités ou pour les entrepreneurs
je dirais, les entrepreneurs qui ont à souhait de transférer leur entreprise de génération en génération, mais sur des entreprises... et donc, ça, on n'arrive pas à le voir, d'accord? Donc, souvent, ça va être la contrainte ou l'urgent, notre capacité à comprendre, comment on va dire ça, le caractère urgent de l'affaire, hein, ce qui est le cas aujourd'hui. Voilà, donc tout ça pour finir, ma dernière phrase. Voilà, donc, moi, ce que j'adore dans l'énergie, vous avez senti que ça me passionne. Même si je ne suis pas énergéticien de formation, moi. Mais c'est une opportunité de penser et de préparer le futur dans les entreprises. Et c'est des fois des choses qu'on n'arrive pas à aborder, en fait. On fait combien l'année prochaine? 30 000 tonnes, 20 000 tonnes. Mais ça nous oblige, en fait, à nous projeter même déjà 3, 5, voire 10. Et ça, déjà, c'est intéressant. Et en plus, je pense que c'est une source de motivation pour les employés de parler de l'avenir de l'entreprise et pas qu'avoir des stratégies de réduction de coûts, puisque ça, c'est un peu moins glamour, comme on pourrait le dire. Mais de se projeter, comment on va créer de la valeur, comme parlait monsieur de cette forme. Merci, monsieur Bron. Merci pour la transparence. Et c'est très bien, comme ça on échange à bâton rompu. Je vais laisser maintenant la parole à Nadine de la T2E qui va donc vous présenter un petit peu toutes les aides financières autour des systèmes de management de l'énergie. Merci pour ces témoignages très concrets, très, très inspirants, et surtout ça me facilite beaucoup la tâche de ce que je vais dire. Je vais revenir sur 2 points dans ce qui a été dit. Le premier point, c'est par rapport aux émissions CO2. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé énergie jusqu'à maintenant, jusqu'au Covid, j'allais dire. Aujourd'hui, quand on parle énergie, on vient via les émissions CO2. Et effectivement, nous, ce qu'on voit vraiment dans l'univers, dans l'écosystème industriel, donc ça a été bien dit, c'est les grands donneurs d'ordre qui sont en train de pousser tout le monde à regarder les émissions CO2 par unité produite et donc regarder l'énergie, bien sûr, et puis avoir une démarche qui est structurée. Donc vraiment, j'allais dire, tout le monde est poussé dans cette démarche-là. J'ai dit souvent aussi dans les différents webinaires et manifestations qu'on a organisées depuis le début de Covid, chaque crise, elle fait qu'il y a des business qui vont ralentir, des business qui vont émerger et des business qui vont faire leur business d'une façon différente. Je pense qu'aujourd'hui, pendant cette journée et pendant cet atelier, on n'a parlé que de ça. C'est-à-dire qu'on a aussi une façon de penser les choses qui est différente, et on a un écosystème qui est en train d'évoluer. Donc, vous avez parlé de plan de relance, vous avez parlé de tout ce qui se passe aussi en décarbonation et de tout cet écosystème jusqu'aux salariés, parce qu'aujourd'hui, jusqu'aux jeunes, parce qu'aujourd'hui tout le monde est dans cette mouvance. Alors, si je reviens sur la démarche de management de l'énergie, ça a été dit, c'est une démarche qui est très pratique, orientée résultat, bien sûr, mais c'est une démarche aussi qui mobilise l'entreprise et qui mobilise les différentes personnes dans l'entreprise. Alors c'est plus difficile parce que voilà, ça demande du temps, mais c'est une démarche qui s'inscrit dans la durée pour une entreprise. Donc ça a un coût, vous l'avez bien dit, ça a un coût de mettre en place un système de management de l'énergie. Ça a un coût parce que ça coûte de l'argent de faire la démarche, parce qu'il faut du temps, parce qu'il faut aussi structurer cette démarche. Donc ça a un coût pour une entreprise, ça il faut bien le dire. C'est un coût qu'on va retrouver après, bien sûr, parce que ça va aider à faire des économies d'énergie, mais même dans le positionnement de l'entreprise sur son marché, ça apporte vraiment une valeur ajoutée de plus en plus. Et ça a un coût parce que il faut suivre derrière, et il faut des compétences
pour le management de l'énergie, c'est-à-dire la formation, donc former les gens. Et former les gens parce que si on parle résultat, ce sont des gens qui vont mettre en place des actions dans les différents niveaux de l'entreprise. Donc ça va, voilà, dans la certification, on parle de l'engagement de la tête de l'entreprise, de la direction. C'est le premier point. On commence par l'engagement de la direction et jusqu'au vraiment tous les niveaux, parce que chacun a une action à faire à son niveau. Donc, puisqu'on parle de coûts et de formation, la T2E donc pilote et anime 2 programmes d'aide pour aider les entreprises à mettre en place donc un système de management de l'énergie. Le premier programme, c'est le programme ProSMEN. Alors, il faut faire très vite. Alors, si je reprends les chiffres de Vincent de l'AFNOR, pour mettre en place une ISO 50001, on a besoin de 6 mois à 1 an, voire un peu plus. 6 mois à 1 an, c'est la moyenne, on va dire. Donc, je dis que il faut faire vite parce que ce programme, donc cette prime, elle va s'arrêter fin 2022. Ça veut dire que c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à lancer la démarche pour être sûr d'être certifié avant la fin de l'année et donc toucher la prime. Donc cette prime, elle est attribuée aux entreprises qui mettent en place et qui sont certifiées, donc qui se certifient ISO 50001. C'est bien sûr le fonds, il est basé sur les C2E. Donc c'est alimenté par des versements d'EDF, donc via les C2E, et c'est la T2E donc qui pilote le fonds et qui pilote le programme. Donc la prime, je parle de prime, mais ça veut dire combien? Donc c'est un chèque qui peut aller jusqu'à 40 000 euros par entreprise. Je ne sais pas si vous avez fait le calcul, ça vous a coûté combien de mettre en place la certification, mais 40 000, je pense que ça contribue bien à pousser et à prendre une partie, j'allais dire, des coûts de l'ISO. Tout secteur, toute taille, donc ça c'est important aussi. Je pense que tu confirmes avec moi, l'ISO, elle est applicable vraiment pour tout le monde. Il n'y a pas une petite entreprise, une grande entreprise, c'est vraiment une démarche qui est applicable à tous les secteurs et toutes les tailles d'entreprise. Comment on obtient cette prime? Donc, il y a 3 étapes. Donc, la première étape, il faut s'inscrire. Donc, c'est un questionnaire qui est sur le site de ProSMEN. Donc, il faut dire, voilà, moi, je lance la démarche et je m'inscris. Je prends mon ticket et je suis dans la file pour obtenir la prime. Et la deuxième étape, donc, vous voyez quand même, il y a des dates limites. C'est pour ça que je dis il faut le faire rapidement. Et après, une fois qu'on est certifié, donc voilà, on remplit un formulaire et avec donc la certification. Et c'est après donc que nous on délivre la prime. Donc comme j'ai dit, qui va jusqu'à 40 000. Donc tout ça, ça doit être fait avant fin 2022. Donc c'est le moment, que ce soit pour les bureaux d'études qui accompagnent les industriels, mais même on parle aussi de tertiaire complexe qui va aujourd'hui vers ce type de démarche. Donc c'est le moment en fait de les aider et puis d'aller vers une ISO 50001. Alors ISO 50001 pour aussi, on parle d'ISO 50001, mais souvent quand on voit de l'ISO 50001, on voit d'autres ISO sur les sites. Bon, bien sûr, on voit beaucoup de 9001, ISO 14001. C'est vrai que quand un site il a déjà une ISO, la marche elle est plus facile, j'allais dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de chapitres, j'allais dire, qu'on retrouve dans les différentes ISO. Et donc l'ISO 50001, puisqu'elle est très pratique, c'est vraiment, pour moi, elle est différente. On est directement dans l'action et dans du concret dans l'ISO 50001. Voilà, on a quelques entreprises, donc voilà, qui ont bénéficié en fait de la prime, donc de la T2E. Donc voilà, qui témoigne aussi souvent sur l'apport de l'ISO 50001 pour structurer une démarche de management de l'énergie dans leur entreprise. L'ayant vécu aussi de différentes façons l'ISO 50001, moi je trouve que dans une entreprise ça permet à tout le monde de parler le même langage. Quand on parle de l'énergie et de l'environnement, enfin ça permet à tout le monde d'avoir les mêmes bases et de parler le même langage.
Donc, on a dit il y a un coût à mettre en place l'ISO, mais il y a aussi tout un aspect de formation. Aujourd'hui, on peut plus ne pas avoir quelqu'un sur un site qui parle énergie et qui pilote. Voilà, il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans l'énergie. Vous avez cité plusieurs aspects de l'énergie. Il y a beaucoup de choses et aujourd'hui on a besoin en fait d'avoir ce qu'on appelle les référents énergie. Souvent ils ont aussi d'autres casquettes dans une entreprise, mais les aider et les former sur la partie énergie, c'est un vrai plus. Donc ça c'est le programme ProRefi qui permet de financer la formation. Donc j'en ai croisé pas mal de référents dans la journée. Je sais pas si dans la salle, il y en a qui suivent ou qui ont suivi ProRefi de référents énergie. Bon, donc, c'est le moment de le faire. Donc, ProRefi, vous avez plus de temps, c'est jusqu'à 2023. Et ça permet pour une entreprise de former du personnel sur donc l'énergie. Et puis d'avoir accès à la communauté de référents énergie, c'est ce que je disais au début. À la T2E, on a vraiment une communauté de référents, donc avec des retours d'expérience, de partage d'expérience sur différents secteurs. Donc on a des réunions aussi sectorielles et ça permet aussi d'avoir accès à cette communauté. Alors référents énergie, l'objectif c'est qu'on forme 3000 référents énergie. Donc, vous avez vu, on a commencé en 2018. Il y a le Covid aussi qui est passé, donc c'était un peu difficile d'aller vers cette partie-là. Bon, on a beaucoup travaillé sur la partie à distance, les formations à distance, mais vous allez voir, il y a une partie qui est sur site dans ProRefi, et ça c'était un peu difficile de mettre en place cette partie-là pendant le Covid. Donc, toutes les personnes qui touchent de près ou de loin l'énergie sur un site industriel ou tertiaire complexe peuvent être concernées. Donc, il peut y avoir aussi plusieurs personnes, plusieurs salariés dans une même entreprise. Alors, comment ça marche? Pour vous donner aussi une idée du temps mobilisé. Alors il y a 3 étapes dans ce parcours de formation. La première étape, c'est un MOOC, donc on est en e-learning. Donc vraiment pour que tout le monde ait les mêmes fondamentaux sur la partie efficacité énergétique. La deuxième étape, c'est un stage de 2 jours. Là, on est vraiment sur du présentiel. Donc c'est vraiment une mise en œuvre. On est sur une formation qui est très pratique. On est directement dans les actions, on est sur du concret. Donc 2 jours complets sur la mise en œuvre. Et après, il y a une partie 3 que je trouve très intéressante parce que les personnes qui ont été formées vont retourner dans leur entreprise et vont être accompagnées par l'expert donc qui les a formés pour voir comment traduire tout ça dans leur entreprise, donc directement sur des actions concrètes. Donc si on passe prise en charge. Ouais, la prise en charge, donc la prise en charge, c'est ça peut aller jusqu'à 80%. Pour le parcours complet. Et il y a aussi, on a développé donc parce qu'on a eu pas mal de demandes sur les énergies renouvelables, sur le stockage, sur l'achat d'énergie, sur aussi toute la partie communication, comment communiquer en interne et en externe sur ce sujet. Sur le plan de mesurage, on en parle depuis ce matin, le plan de mesurage bien sûr. Et donc on a des modules complémentaires aussi et qui peuvent être financés aussi à 100%. Donc tout ce que j'ai dit donc pour les 2 programmes, vous pouvez trouver donc les informations sur ProSMEN, le site de ProSMEN, le site de ProRefi, et bien sûr vous pouvez nous contacter dans les délégations régionales de la T2E si vous avez besoin de plus d'informations. Merci à tous. Vincent, je te rends. Merci beaucoup. Merci.